Pierre-Loti, la troisième jeunesse de Madame Prune, chapitre 16 janvier. Aujourd'hui, une visite dont je m'amusais d'avance. Ma première à Mademoiselle Pluie d'Avril, dans son domicile particulier. Et je l'ai trouvé tel que je l'imaginais, ce logis de petites cigales sans lendemain, de petites créatures qui n'existent que par la grâce éphémère et le chatoiement des atours, à l'égal de quelques papillons éclos pour charmer nos yeux. C'est dans une vieille rue qui monte, non vers les montagnes, des temples et des tombeaux, mais vers la montagne ronde, sorte de colline détachée en pleine ville, et ne supportant que des maisons de thé ou des maisons de plaisir. Là, au premier étage d'une construction à la mode ancienne, toute de bois, de cèdre et de papier, le nid de la petite danseuse s'avance en balcon au-dessus des passants rares et discrets. On se déchausse, il va sans dire, dès le bas de l'escalier garni de nattes blanches, et tout est minutieusement propre dans la maisonnette sonore, dont les bois, desséchés depuis 100 ans, vibrent comme la caisse d'une guitare. Mademoiselle Pluie d'Avril habite avec Monsieur Song, un énorme chat, tout bien fourré, d'imposante allure, qui porte une collerette tuyautée, et Madame Pigeon, une vieille femme, à cheveux blancs, qu'elle appelle grand-mère, quelque Madame Prune du temps passé, sans doute, mais qui a pourtant de braves yeux, un air de bonne aïeule douce et presque respectable. Après 1000 révérences, pendant qu'on se hâte de me préparer des bonbons et du thé, je passe du coin de l'œil l'inspection de ce logis. C'est drôle d'être là. Et Mademoiselle Pluie d'Avril, en maîtresse de maison, comment dire ses belles manières, son affairement et le sérieux de son impitoyable minois. Un intérieur bien modeste. On est comme chez les gens du peuple, mais soigneux. Ce qui détonne seulement, ce sont les coffres de laque
contenant les costumes de danse, dont quelques-uns jetés çà et là semblent des robes de fées qui traîneraient dans une chaumine. Au mur, de bois sec et de papier blanc, il y a des photographies de mademoiselle Pluie d'Avril et de quelques-unes de ses camarades dans leur rôle à succès. Frimousse de jeunes chattes, avec des falbalas comme les princesses nippones de jadis, ou avec des perruques de douairière. Et à titre de curiosité exotique, il y a aussi 2 images européennes. L'impératrice Eugénie et le roi Victor Emmanuel. Cependant, je ne vois nulle part la table des ancêtres, le recoin vénéré, toujours un peu noirci par la fumée des baguettes d'encens. Non. Il fait défaut, ici, cet hôtel, qui est l'indice de toute famille constituée. La petite danseuse n'a donc point de parents et n'est chaperonnée dans la vie que par ce matou sournois et cette grand-mère de hasard. Au fait, pourquoi s'en est-elle donc allée, la soi-disant grand-mère, la vieille dame aux yeux restés honnêtes? Et pourquoi M. Souang, assis gravement sur son postérieur, la collerette relevée en fraise à la Médicis, m'observe-t-il fixement avec ses yeux verts? Dans ce milieu-là, tout est mystérieux et tout est possible. Cependant, non. Je ne peux croire que cette éclipse de Madame Pigeon soit intentionnelle. Un pareil soupçon me gâterait ce propre logis, cette petite créature fine, et la collation posée devant moi. Sur les nattes du plancher, chassons le doute mauvais et asseyons-nous par terre pour faire la dînette, avec des cérémonies comme dans le monde. Quand il est l'heure de prendre congé, j'embrasse mademoiselle Pluie d'Avril et monsieur Souang. Chacun sur la joue, et on me reconduit très aimablement, très cordialement, après avoir exprimé l'espérance de me revoir. Sans aucun doute, je reviendrai, car tout s'est passé à souhait. Il n'y a eu nul équivoque sur la dernière marche du vieil escalier. Mademoiselle Pluie d'Avril, prosternée, son éventail à la main, me suit d'un franc et gentil sourire. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette toute
petite tête de danseuse et dans ce petit cœur. Toujours la mélancolique interrogation, sans réponse, que j'ai souvent ressassée à propos d'être essentiellement différent de moi et indéchiffrable. Chat, singe ou enfant des races humaines très distantes de la nôtre, dont le regard était entré dans le mien par la route profonde. Et puis, quels seront ces lendemains à celle-là? Et quelle prostitution l'attend? Restera-t-elle seulement jolie en grandissant quand la fleur de l'enfance sera fanée sur ses joues? Et alors, si elle ne l'est plus jolie, dans quelle misère ira-t-elle finir, la petite fille aux belles robes? Tout en songeant à ces lendemains de mademoiselle pluie d'avril qui incarnent encore un rêve du vieux Japon, du Japon des lacs et des éventails, je retombe peu à peu dans le Nagasaki moderne. Et voici les quais, les cabarets à l'américaine. C'est l'heure où la foule lamentable des ouvriers quitte les usines, visage noirci par ce hideux charbon de terre qui aura été plus que l'alcool, peut-être le fléau destructeur de notre espèce. Et là-bas, sur la rive d'en face, au pied de ces montagnes qui ne connaissaient naguère que les cèdres, les bambous et les pagodes, des tuyaux fument, empoisonnent l'air du soir, et des machines sifflent, crient avec des voix de guignols. Là est l'arsenal maritime où l'on s'épuise nuit et jour à construire les plus ingénieuses machines pour ces grandes tueries d'ensemble. Inconnues.